Au sommaire de ce journal, le gouvernement congolais a réagi au dernier communiqué de Human Rights Watch qui a déploré le manque de garantie des droits à la liberté d'expression et d'association en RDC à l'approche des élections. Le ministère de la Communication a réfuté catégoriquement ces allégations. Et les résultats de l'examen d'État édition 2023 contiennent-ils des erreurs de correction et techniques? En tout cas, c'est ce que dénonce une ONG et un lycée. Le lycée Boyokani a demandé la recorrection des items après avoir constaté plusieurs irrégularités, notamment des confusions dans les noms d'élèves. Et l'actualité, c'est aussi le décès de Evgeny Prigojine, le sulfureux patron de Wagner, décédé hier mercredi dans un crash d'avion en Russie, qui était l'homme de Wagner. Et quel avenir pour son groupe militaire en Afrique? À suivre dans ce journal. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. À la une, ce passe-passe des communiqués entre Kinshasa et l'ONG internationale Human Rights Watch en cette fin de mois d'août. L'Observateur des droits humains a dénoncé dans son dernier rapport le caractère violent dans la répression contre l'opposition, citant entre autres le parti de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République, comme cible préférentielle. Des accusations catégoriquement rejetées dans la soirée de mercredi dans un communiqué du bureau du porte-parole du gouvernement. Christopher Otukum pour le commentaire. Différentes époques, mais même langage de deux côtés. L'ONG Human Rights Watch a dénoncé dans un rapport daté d'août une violente répression contre l'opposition, et ce, à l'approche des élections générales de décembre 2023. À part la répression, l'autre mot-clé de ce rapport est l'intimidation, faisant allusion à une vague de menaces et d'arrestations des proches de Moïse Katumbi, dont son financier Salomon Kalonda, retenu dans la prison militaire d'Ndolo à cause d'une sombre affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Quelques jours plus tard, le porte-parole de son parti politique, Chérubin Okende, ancien ministre et député national en fonction, a été retrouvé mort dans des circonstances que nul n'arrive à expliquer clairement près de 2 mois après. L'organisation de défense de la presse, journaliste en danger, également citée dans le communiqué, s'alarme de la montée de la violence physique à l'égard des journalistes et des militants des partis politiques. Une situation que l'ONG relie directement aux propos du président de la République lui-même en juin, affirmant être prêt à s'attaquer sans remords à tout Congolais qui nuirait à la stabilité du pays, peu importe ce qu'on dira les organisations de droits de l'homme. Pour le gouvernement, il s'agit des faux raccordements traitant ce rapport d'excessif et manipulé. Tout ce qui est fait par Kinshasa, a encore le porte-parole du gouvernement, c'est pour maintenir l'ordre public, préserver la sécurité des citoyens et prévenir toute manifestation des violences. Quant aux personnes interpellées, ces actions ont été prises sur base des informations crédibles et des preuves tangibles. Le gouvernement charge également l'attitude de l'opposition qui consiste à discréditer par tous les voies et moyens le processus électoral en cours. Les revendications démocratiques, peut-on lire dans ce communiqué, sont légitimes, mais elles doivent s'exercer dans le respect des règles sans compromettre l'intégrité de la population. Et c'était une proposition de loi portée par le député national Ados Ndombassi. Face à la recrudescence des incendies au pays, le gouvernement va prendre le relais, semble-t-il, pour accélérer les choses. La proposition de loi relative à l'organisation et au fonctionnement du corps national des sapeurs-pompiers sera mise en œuvre en tant que loi ou décret, une décision du gouvernement. Ados Ndombassi a rencontré à ce sujet le ministre de l'Intérieur. On l'écoute. Nous avons élaboré une proposition de loi que nous avions déposée à une certaine époque au niveau de l'Assemblée nationale, mais la matière relève de la compétence de l'exécutif et c'est sur le conseil du bureau d'études de l'Assemblée nationale que nous sommes venus déposer ce projet pour réglementer le corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Vous allez remarquer que chaque jour en RDC, il y a des incendies qui se déclarent par-ci par-là. Et malheureusement, le corps des sapeurs-pompiers n'est pas organisé en République démocratique du Congo. Il est inacceptable d'avoir une ville comme Kinshasa qui n'a que 9 camions anti-incendie et 5 camions sont en panne. Et tous les 4 camions anti-incendie se retrouvent à la Goumbé. Mais alors, quand un incendie se déclare au niveau de Massina ou au niveau de Maluekwa, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces embouteillages? Donc, par ce projet de réglementation, nous disons clairement qu'il faudra aujourd'hui initier une école des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo et voir comment installer
des antennes de sapeurs-pompiers dans toutes les communes de Kinshasa, mais aussi dans tous les territoires. Je pense que ce travail que nous allons faire avec le vice-premier ministre de l'Intérieur pourra bien sûr sauver des vies. Et vous devez savoir que les sapeurs-pompiers ont un rôle très important, pas seulement pour les incendies, mais en cas d'éboulement, en cas de tremblement de terre, en cas de glissement de terrain, en cas de guerre aussi. Les sapeurs-pompiers sont là bien sûr pour aider et soulager les peines des populations. Et vous allez suivre dès demain déjà un dossier sur le corps de sapeurs-pompiers en RDC. Comment fonctionne-t-il? Quelles difficultés rencontre-t-il? Ce sont là les grandes questions auxquelles des réponses seront données par la rédaction de Télé 50. On passe à autre chose. À présent, gouvernance financière dans la ville de Kinshasa. La Cour des comptes a demandé à l'Assemblée provinciale de sanctionner l'exécutif provincial pour n'avoir pas déposé dans le délai le projet portant reddition des comptes pour l'exercice 2022. Pour elle, le défaut de dépôt du projet d'édite est une faute de gestion au regard de la loi. Pour n'avoir pas transmis à la Cour des comptes son projet d'édit portant reddition des comptes pour l'exercice budgétaire 2022, la Cour des comptes demande à l'Assemblée provinciale de Kinshasa de sanctionner les gouverneurs Jean-Tini Ngobila pour les retards constatés dans la transmission de celui-ci. D'après un communiqué rendu public par la dite cour, le président de cette cour dit, je cite, « D'après les informations me fournies par mes services, le gouvernement provincial de Kinshasa n'a pas encore transmis à la Cour des comptes son projet d'édit portant reddition des comptes pour l'exercice budgétaire 2022. Aussi, je me fais les devoirs à votre souvenir que conformément à l'article 185 de la loi relatif aux finances publiques, les projets d'édit portant reddition des comptes ainsi que les rapports de la Cour des comptes qui l'accompagnent sont déposés avant la fin de la session de mars. Le président de la Cour des comptes a ensuite renchéri les défauts des dépôts du projet d'édit portant reddition des comptes étant constitutifs des fautes de gestion au regard de l'article 214 de la loi relative aux finances publiques. Il revient donc à l'Assemblée provinciale, en application de l'article 32 de la loi organique portant composition d'organisation et fonctionnement de la Cour des comptes et 213 de la loi relative aux finances publiques de faire application des sanctions prévues par la Constitution à l'égard du gouvernement provincial ou de ses membres responsables au retard ainsi constaté. Des écoles et des ONG congolaises ont haussé le ton après avoir constaté des erreurs graves dans les résultats de l'examen d'État édition 2023. Dans un communiqué, un lycée de la ville a dénoncé plusieurs irrégularités techniques constatées dans le travail réalisé par le Centre national de correction. L'école catholique a carrément demandé une récorrection des items. Des détails dans ce commentaire. Comme on pouvait s'y attendre, des voix ne cessent de s'élever après les débuts 18 août courant de la publication des résultats de l'examen d'État 2023 pour condamner des irrégularités techniques qui ont émaillé l'opération de la correction. Victime de cette bévue du Centre national de correction, le lycée Boyokani, une école conventionnée catholique de Kinshasa Kalamou, a, dans une correspondance signée conjointement par le préfet des études et le président du comité des parents de cette école en date du 23 août, ayant pour objet récorriger État 2023, regretter toutes les irrégularités les poussant à s'interroger quant au sérieux dans les travaux réalisés par le CNC. Certains numéros matricules attribués aux candidats de cette école, c'est-à-dire les codes à 14 chiffres, renvoient soit les identités des élèves de l'année dernière. Ces lycées veulent voir clair quant à cette situation confuse. Un jour avant, c'était le tour de l'ONG La Voix des élèves du Congo d'informer l'opinion nationale et internationale que les résultats publiés par le ministère de l'EPST contiennent des graves erreurs dans les sections pédagogiques et scientifiques. Ce qui est arrivé n'est pas assez surprenant quand on sait que déjà le Centre national des corrections était fermé à la suite de la grève des correcteurs des épreuves certificatives et des inspecteurs réclamant leurs arriérés. Une situation qui semble avoir été résolue, comme nous semble le dire un des correcteurs. Pendant ces temps, la publication continue son bon nombre de chemins. Pour ces jeudis, 6 provinces éducationnelles connaîtront leurs résultats. Il s'agit des Congo Central 3, Maïndombe 3, Équateur 1, Chopo 1, Maniema 1 et Kinshasa Moamba.
Le 15e sommet des BRICS à Johannesburg se clôture ce jeudi en Afrique du Sud, bien évidemment. La RDC est-elle représentée suffisamment à ses assises? Prend-elle part active à ce sommet? Et quelle est sa position vis-à-vis des BRICS? Nous avons posé la question à un analyste politique, Aimé Boukassa, et très souvent critique du gouvernement. Il nous a répondu depuis Johannesburg. On l'écoute. Oui, la RDC... elle est bel et bien là, mais écoutez, c'est comme un spectateur dans un stade de football qui est venu assister à un match. Hein. L'impact réel ou la présence de la RDC n'est pas visible là. Hein. Personnellement, moi, je trouve cela dommage. Voyez-vous, les pays comme l'Égypte, la République fédérale d'Éthiopie viennent officiellement d'être intégrés dans la famille BRICS. Et donc, le membership prend effet dès le 1er janvier 2024. Donc, ils deviennent membres effectifs de BRICS. Aujourd'hui, dans le BRICS, ça passe de 5 pays à 11 pays, dont 2 pays africains, l'Égypte et la République d'Éthiopie. Mais dans tout ça, écoutez, les grands Congo n'est nulle part. Moi, j'aurais vraiment souhaité que le chef de l'État soit là en personne et puisse profiter de cette occasion pour discuter avec Madame Dilma Rousseff, la présidente de la banque, la nouvelle banque de développement du BRICS, et pour essayer de pousser le projet du Grand ING. Et vous savez, on a parlé de ces projets-là avec la Chine, avec l'Afrique du Sud, qui en a besoin, effectivement, qui pousse même pour le grand projet du Grand Inga par rapport au problème d'énergie dans la région de SADC. Et bien écoutez, toutes ces autorités, tous les décideurs sont là, de BRICS sont là. Et si les chefs de l'État étaient là, ça pouvait être vraiment une occasion pour pouvoir essayer en bilatéral de discuter avec Madame la présidente de la nouvelle banque de développement et pourquoi pas avoir encore un tête-à-tête avec soit le président Ramaphosa ou le président Xi de la Chine ou de l'Inde et tout ça, mais écoutez même c'est pas le cas. Donc c'est vraiment dommage. Moi en tant que Congolais, je suis vraiment peiné, mais écoute, les pays qui ont manifesté vraiment les désirs d'être là et qui ont travaillé leur dossier pour que leur candidature soit acceptée, bien ont été acceptés. Donc bravo à l'Égypte et bravo à l'Éthiopie, à nous les Congolais de nous prendre au sérieux, de commencer à agir réellement avec sérieux lorsqu'on veut qu'on puisse nous prendre au sérieux dans le concert des nations. Et je le disais dans le sommaire, Evgeny Prigojine, patron du groupe Wagner, est mort le mercredi dans l'oblast de Vrer en Russie. C'était lors d'un crash de son avion d'affaires que l'oligarque russe serait mort avec quelques personnes d'autres bras droits du président russe. Qui était donc cet homme, l'homme de Wagner? Des précisions dans ce commentaire. Qui est Prigojine, le patron de la milice Wagner, qui serait mort dans un crash? Evgeny Prigojine est un oligarque russe né le 1er juin 1961 à Saint-Pétersbourg et présumé mort le 23 août 2023. Délinquant condamné à plusieurs reprises, il fait fortune à sa sortie des prisons dans le domaine de la restauration. Dans les années 2000, il fait partie du cercle rapproché du président russe Vladimir Poutine. Ces dernières années, sa croissance s'était surtout faite dans le domaine du mercenariat à la faveur de la guerre en Syrie. Prigojine recyclé au sein de la milice Wagner d'anciens soldats russes employés pour la sale besogne du Kremlin. Jusqu'à l'an dernier, Poutine prétendait ignorer jusqu'à l'existence d'une telle structure. La milice est apparue au grand jour avec la guerre en Ukraine, pour laquelle Prigojine avait été autorisé à recruter des milliers de détenus. Ceux-ci bénéficiaient d'une grâce après 6 mois de service sur le front ukrainien. Les experts de la Russie s'est demandé quand Evgeny Prigojine serait puni pour l'éphémère mutinerie du 24 juin, quand la prise par les mercenaires de Rostov, puis leur avancée vers Moscou, avait fait trembler les Kremlins. 2 mois plus tard, l'oligarque de 62 ans aurait été tué ce mercredi 23 août 2023. Son nom figure sur la liste des 10 occupants de son avion d'affaires qui s'était écrasé dans une région au nord-ouest de Moscou. Le chef de Wagner semblait rester libre de ses mouvements. On l'avait même vu cet été reçu au Kremlin. Ces derniers jours, il avait refait surface en tenue militaire dans une vidéo où il affirmait s'y trouver en Afrique pour contribuer à la grandeur de la Russie. La veille du crash fatal
des médias russes avaient annoncé la destitution du chef de la force aérospatiale russe, le général Surovikin, qui passait pour l'allié et les protecteurs des Prigojine. Et quel avenir pour le groupe Wagner en Afrique après la mort d'Evgeny Prigojine? Le patron de Wagner était à l'origine d'une rébellion en juin contre le Kremlin et il a été vu en Afrique bien avant sa mort. Le groupe militaire survivra-t-il? On écoute les précisions de l'éditorialiste Jean-Marie Kassoma. Prigojine n'était pas le cerveau de Wagner. Il n'était que commandant, superviseur de l'armée de ces Wagner. Wagner, c'est la structure, le bras armé, je vous ai dit, de l'armée russe. C'est dans la mosaïque des moyens que Poutine utilise pour rayonner dans le monde. Toutes les grandes puissances utilisent les sécurités privées. Et donc la mort de Prigojine ne signifie pas la mort de Wagner. Ça ne signifie pas la désorganisation de Wagner. Rappelez-vous, c'est que le ministre russe des Affaires étrangères avait dit, lorsqu'on a dit, est-ce que Poutine, maintenant que Prigojine est en train de se mal se comporter, est-ce que c'est la fin de Wagner, notamment en Afrique? Il avait dit non. Et donc Wagner va continuer, il va trouver un nouveau superviseur dans pas longtemps, un autre commandement dans pas longtemps. Mais la politique de Poutine en Afrique et à travers le monde, via notamment les Wagner, ça va continuer. Et d'ailleurs, Wagner ne fait pas que la guerre, on va dire, avec des armes. Wagner, c'est de la communication d'influence. Wagner, c'est la communication numérique. Wagner, c'est aussi les business, dans le pétrole, dans le diamant, dans la matière première, mais aussi dans la vente d'armes. Et donc, tout ceci ne va pas s'arrêter par la mort d'un seul individu. Voilà, c'était Jean-Marie Kassamba qui était intervenu dans la grande édition d'hier mercredi. On passe au sport cette fois pour terminer. Après plusieurs mois d'arrêt, le championnat national est de retour et pour la journée inaugurale, 3 matchs étaient au programme dans 3 villes du pays. À Kolwezi, Mazembe s'est débarrassé de l'AS Simba de Kolwezi. Céleste a battu petitement l'Étoile de Kivu. Même chose pour Maniema Union qui a tenu son rang face au FC, les Aigles du Congo. Christian Bokaya. Les Kambelembele ont transpiré sans EO pour se débarrasser de la bonne équipe des Aigles du Congo, qui visiblement ne sont pas venus en promenade au championnat d'élite. Le centre des Maguela Mapanda à la tête. Les deux équipes ont offert du bon spectacle. Techniquement et tactiquement, le public ne pouvait pas s'ennuyer. C'est en seconde période que Maniema Union va faire parler son expérience pour trouver les chemins des filets. Et c'est Pati Ilunga Chibanda qui permettra à son équipe d'empocher ses 3 premiers points dans le groupe B. Chibanda qui perce. Attention, la frappe de Chibanda. Incroyable ce but. Incroyable. Ilunga Chibanda, l'ancien des Célestes. À Kolwezi, la bataille entre Corbeau et Kamikaze était rude. Malgré sa nette domination, Mazembe ne saura pas regagner le vestiaire avec l'avantage au marquoir. John Bakata rate son penalty à la 42e minute de jeu. Qui a fait la différence et qui est rentré dans la surface de réparation parce que... Il fallait attendre la 53e minute pour voir Phili Traoré délivrer le tout-puissant Mazembe. Le centre et la tête et le but, l'ouverture de score de Phili Traoré. Au stade de la Concorde des Kadoutou, le FC Céleste a fait une bonne opération en déplacement en venant à bouder l'Étoile du Kivu devant son public. 2 matchs sont à suivre ce jeudi au centre Kourampova. D'abord à 13h, l'Académie Club Ranger affrontera l'Olympique Club Renaissance du Congo. Puis à 15h30, la Sekouya en découdra avec le Daring Club Motema Pembe. Passons au rappel des titres à présent. Le gouvernement congolais a réagi au dernier communiqué de Human Rights Watch qui a déploré le manque de garantie des droits à la liberté d'expression en RDC à l'approche des élections. Le ministère de la Communication a réfuté catégoriquement ces allégations portées par l'ONG sur une répression contre l'opposition. Et les résultats de l'examen d'État édition 2023 contiennent-ils des erreurs de correction et techniques? En tout cas, c'est ce que dénonce une ONG et un lycée. Le lycée Boyokani a demandé la recorrection des items après avoir constaté plusieurs irrégularités, notamment des confusions dans les noms d'élèves. Et on a parlé dans ce journal également du décès de Evgeny Prigojine, le sulfureux patron de Wagner, décès intervenu hier mercredi dans un crash d'avion en Russie. Après le rappel des titres, place à présent à la revue de la presse.
Et ce sera avec Moïse Tchamala que nous allons lire les journaux parus ce jeudi. Moïse Tchamala, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan Kouba-Bouranzi, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout en RDC. On commence par ce sujet au national. Reddition des comptes Gentini Ngobila sur une possible chaise éjectable. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, au regard de ce qui se vit depuis un bon bout de temps au niveau du gouvernorat provincial de Kinshasa entre Gentini Ngobila et son vice, mais également aussi avec l'Assemblée provinciale. Regardons cette une du quotidien Le Journal qui titre « La Cour des comptes incite l'APK à déchoir Ngobila ». Eh bien, Gaëtan, c'est peut-être la fin du gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, dont les durs depuis des mois et en conflit avec les vice-gouverneurs Gekoko Mulumba et les présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoï. Ces derniers a reçu le feu vert de la Cour des comptes pour les destituer. C'est clair, les jours des Gentini Ngobila à la tête de la ville-province de Kinshasa sont compté, sauf retournement de la situation propre à la politique congolaise. Il risque de ne plus être les gouverneurs de la capitale dans un proche avenir, selon ces journaux, dans une correspondance adressée le 21 août au président de l'Assemblée provinciale. Les premiers présidents de la Cour des comptes déplorent les faits que les gouverneurs, plutôt les gouvernements provinciaux, ne lui a pas encore transmis les projets des 10 portants reddition des comptes pour l'exercice budgétaire 2022. Gaëtan Kouba-Bouranzi. Et autre chose, après un long suspense, enfin, l'agence russe de transport aérien a confirmé la mort de Prigojine. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, cette mort a sonné comme un boom aux oreilles de nous tous et qui suivons depuis un bon bout de temps l'actualité dans les mondes. Regardons avec cette une du quotidien, plutôt de Radio France Internationale qui titre « Russie, les patrons des Wagner » et Evgeny Prigojine sur la liste des passagers d'un avion qui s'est écrasé. Eh bien, Gaëtan, Evgeny Prigojine est mort. L'agence russe des transports aériens est formelle là-dessus. Les patrons de la société militaire Wagner se trouvent bien à bord de l'avion qui s'est écrasé dans la région d'Adver, au nord-est de Moscou. 9 autres personnes étaient également dans l'appareil, dont son bras droit, Dmitri Okhin. Aucune d'entre eux n'a survécu ce matin. Beaucoup de questions se posent, notamment celle de l'implication de Vladimir Poutine 2 mois après une mutinerie lancée par les mercenaires des Wagner contre l'état-major russe. Mais jusque-là, Gaëtan, le Kremlin n'a pas encore officiellement commenté la mort d'Evgeny Prigojine. Difficile de ne pas voir l'ombre de Vladimir Poutine planer, le président russe qui, avec les patrons des Wagner, devenait de plus en plus encombrant dans les relations d'un journal à un autre. Ce sera la une de 7 sur 7B et le journal belge qui titre pour beaucoup, l'espoir de renverser les régimes de Poutine est parti en fumée. Gaëtan, en marchant vers Moscou il y a 2 mois, Evgeny Prigojine avait probablement signé son arrêt des morts. Pense-t-on à l'époque, Vladimir Poutine n'aurait jamais fermé les yeux sur un tel front. Et puis, finalement, le chef des Wagner, par l'intermédiaire du président biélorusse Alexandre Loukachenko, semblait avoir reçu la grâce du Kremlin à condition de se tenir à carreau. Mais en Russie, la vengeance est un plat qui se mange à froid. Gaëtan Kouba-Bouranzi, l'hypothèse d'un simple accident d'avion ne peut être écartée totalement, néanmoins, et à moins de prouver les contraires, tous les regards se posent sur les Kremlins au moment d'expliquer ces crashs. Mais Gaëtan, la grande question est celle-ci. Que va devenir Wagner? C'est la question qui est désormais posée. Merci Moïse Tchamala pour cette revue de la presse. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Kouba-Bouranzi. Merci à vous également, madame, messieurs, d'avoir suivi ce journal. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.